Ma meilleure amie m'a demandé d'être sa mère porteuse parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle envoyait en secret des messages à mon mari et maintenant ils veulent que je leur remette le bébé après la naissance pour qu'ils puissent former une vraie famille. J'ai accepté leur plan, mais pas de la façon qu'ils imaginaient. Salut à vous, j'utilise un compte jetable parce qu'honnêtement, je ne veux pas que cette histoire soit associée à mon vrai nom. Il y a 6 mois, moi, 32 ans, j'ai découvert que mon mari, 34 ans, avec qui je suis depuis 8 ans, et ma meilleure amie, 31 ans, avec qui je suis amie depuis 15 ans, entretenaient une relation émotionnelle derrière mon dos depuis des mois. Et tout a commencé avec ce que je croyais être le geste le plus altruiste que je pouvais faire pour quelqu'un que j'aimais. Je suis actuellement enceinte de 4 mois, mais cette histoire n'est pas le beau voyage que je pensais vivre. J'ai rencontré ma meilleure amie, Megan, à la fac. Nous étions inséparables, colocataires pendant 4 ans, demoiselles d'honneur au mariage l'une de l'autre, et les premières personnes que nous appelions à la moindre nouvelle, bonne ou mauvaise. Je l'aimais vraiment comme une sœur. C'est pourquoi, quand elle a été diagnostiquée il y a 3 ans avec une condition médicale qui l'empêchait de porter un enfant, j'ai ressenti sa douleur comme si c'était la mienne. Megan a épousé son mari Derek il y a 4 ans et ils ont immédiatement essayé d'avoir des enfants. Quand ils ont découvert son problème médical, ce fut un désastre. Ils se sont renseignés sur l'adoption, mais le processus était extrêmement cher et compliqué. Ils ont envisagé d'autres options de gestation pour autrui, mais la plupart des agences demandaient des frais qu'ils ne pouvaient pas se permettre. C'est alors que j'ai eu ce que je croyais être une belle idée. J'ai toujours eu des grossesses faciles. J'ai 2 enfants en bonne santé avec mon mari James, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Mes grossesses se sont toujours bien passées, et honnêtement, j'ai toujours aimé être enceinte. Alors, après en avoir discuté sérieusement avec James, j'ai proposé à Megan d'être sa mère porteuse. Elle a fondu en larmes quand j'ai proposé, disant que c'était le plus grand cadeau que quelqu'un pouvait lui offrir. Le plan était simple, on utiliserait les ovules de Megan et le sperme de Derek pour créer un embryon qui serait implanté en moi. Je porterais le bébé 9 mois, j'accoucherais, puis je remettrais l'enfant à ses parents biologiques, Megan et Derek. James a soutenu l'idée à 100%, disant qu'il était fier de moi pour aider nos amis d'une manière aussi importante. Le processus de FIV a fonctionné du premier coup et je suis tombée enceinte du bébé de Megan et Derek. Tout le monde était ravi. J'étais heureuse d'aider mon ami à réaliser son rêve de maternité et Megan était folle de joie à l'idée d'avoir enfin un enfant. Pendant les premiers mois, tout semblait parfait. Megan venait à tous mes rendez-vous médicaux et nous organisions des dîners hebdomadaires où nous parlions tous les 4 du bébé et de l'avenir. C'était comme si nous vivions ensemble un magnifique voyage. Mais les choses ont commencé à changer. Vers le 4e mois de grossesse, j'ai remarqué que James était constamment sur son téléphone, souriant à ses messages et devenant secret. Quand je lui demandais avec qui il parlait, il répondait « juste du boulot ou rien d'important ». Des signaux d'alerte ont commencé à clignoter dans ma tête, mais j'ai essayé de les ignorer. J'étais enceinte du bébé de ma meilleure amie. Mon mari ne ferait sûrement rien d'inapproprié pendant une période aussi importante de nos vies. Megan a aussi commencé à agir différemment. Avant, elle me demandait comment je me sentais, si j'avais besoin de quelque chose ou si le bébé bougeait. Mais peu à peu, ces questions sont devenues uniquement centrées sur le bébé. Elle posait sa main sur mon ventre, sans demander et faisait des commentaires comme « J'ai hâte que tu ne sois plus entre moi et mon bébé ». Ça sonnait étrange, mais je me suis dit qu'elle était simplement excitée à l'idée de devenir mère. Une nuit, je me suis réveillée vers 2 heures du matin pour aller aux toilettes et j'ai vu que James n'était pas au lit. Je l'ai trouvé dans le salon en train de faire un appel vidéo avec quelqu'un. Il a raccroché immédiatement en me voyant et m'a dit que c'était juste Derek qui paniquait à l'idée de devenir papa. Cela paraissait plausible, alors je suis retournée me coucher. Mais une semaine plus tard, j'avais ce mauvais pressentiment dans le ventre qui ne me quittait pas. Pendant que James était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai vérifié son téléphone. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Il y avait des centaines de messages entre lui et Megan, remontant à près de 6 mois, c'est-à-dire depuis le début du processus de gestation pour autrui. Au début, les messages semblaient innocents. James prenait des nouvelles de Megan, s'assurant qu'elle allait bien avec le processus de GPA. Mais en lisant les messages plus récents, j'ai senti mon sang se glacer. Ils s'y déclaraient leurs sentiments, disaient qu'ils avaient hâte d'être ensemble, qu'ils étaient faits pour être une famille avec leur bébé. Leur bébé, pas le bébé de Megan et Derek. Le bébé de Megan et James. Je continuais à lire, les mains tremblantes. Ils s'étaient rencontrés en cachette, derrière mon dos. Ils parlaient d'un avenir ensemble. James avait écrit « Une fois que le bébé sera né, nous trouverons le bon moment pour tout lui dire. Elle finira par comprendre. Elle a toujours fait passer les autres avant elle. » Megan avait répondu « Elle porte notre bébé, James, notre véritable enfant biologique. Je me sens mal pour cette tromperie, mais quand je pense à notre petit qui grandit en elle, je sais que ça en vaut la peine. » C'est là que j'ai compris l'horrible vérité. Le bébé que je portais n'avait pas été conçu avec le sperme de Derek. C'était celui de James. Mon mari et ma meilleure amie avaient conspiré pour faire un enfant ensemble, en m'utilisant comme mère porteuse, sans mon accord. Je portais l'enfant adultérin de mon mari. J'ai eu la nausée. Je me suis précipitée aux toilettes et j'ai vomi, l'esprit tournant à 1000 à l'heure,
rempli de questions et de révélations. Tous ces coups de fil tardifs soi-disant liés au travail. Toutes ces fois où Meghan insistait pour venir quand James était à la maison. Tous ces sourires secrets, ces blagues entre eux que je mettais de côté. Tout prenait sens maintenant. Quand James est sorti de la douche, je l'ai confronté avec son téléphone dans la main. Son visage est devenu livide et il n'a même pas essayé de nier. Il s'est assis sur le lit et a tout avoué. Il m'a dit qu'il avait renoué avec Meghan au moment où nous avions commencé à discuter de la GPA. Que ce qui avait commencé comme de simples conversations sur le processus s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils avaient compris qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre et avaient échafaudé ce plan. Derek, lui, n'était au courant de rien. Il croyait que le bébé était le sien. La clinique de fertilité avait été trompée. James s'était présenté comme remplaçant de Derek au moment du don, sous prétexte que Derek avait des obligations professionnelles. James m'a dit qu'il aimait Meghan et qu'ils voulaient être ensemble après la naissance du bébé. Qu'ils espéraient que je comprendrais et que je remettrais paisiblement leur enfant, une fois né. Il a même eu l'audace de me dire « On espérait que tu serais raisonnable là-dessus. Après tout, biologiquement, c'est notre bébé, pas le tien. » J'étais tellement sous le choc que je n'ai même pas répondu. J'ai juste quitté la maison, pris ma voiture et roulé jusqu'à chez mes parents. Ils étaient confus et inquiets quand je suis arrivée en larmes à 3h du matin, mais ils m'ont accueilli sans poser de questions. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. J'avais besoin de savoir quels étaient mes droits. Que se passe-t-il quand une mère porteuse découvre qu'elle attend en réalité l'enfant adultérin de son mari? L'avocat m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un cas pareil et qu'il devait faire des recherches. Pendant ce temps, James et Meghan faisaient exploser mon téléphone de messages. James alternait entre excuses et tentatives de me convaincre que c'était pour le mieux. Meghan m'envoyait des textos pour me dire que le bébé avait besoin de sa vraie mère et que je devais faire ce qu'il fallait en leur donnant leur enfant. Leur manipulation et leur culot étaient incroyables. Ils m'avaient utilisé, trahi, et maintenant ils s'attendaient à ce que je leur livre simplement le bébé qui grandissait en moi sous prétexte qu'il était biologiquement le leur. J'étais furieuse, brisée et complètement perdue. Je savais que je devais dire la vérité à Derek. Il méritait de savoir que sa femme avait une liaison avec mon mari et que le bébé qu'il croyait être le sien ne l'était en réalité pas. Mais j'étais terrifiée par sa réaction et par ce que cela allait lui faire. Après quelques jours à peine manger ou dormir, j'ai demandé à Derek de me retrouver dans un café. Quand je lui ai tout raconté, en lui montrant les messages entre James et Meghan comme preuve, il s'est effondré. C'était l'une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. Il n'arrêtait pas de répéter « Comment a-t-elle pu faire ça? Comment ont-ils pu nous faire ça à tous les deux ?» Nous sommes restés assis là pendant des heures, deux personnes brisées essayant de donner un sens à la trahison que nous venions de subir. À la fin de notre conversation, Derek avait décidé qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Meghan. Il m'a remercié de lui avoir dit la vérité et m'a dit qu'il allait immédiatement déposer une demande de divorce. Nous avons échangé nos numéros, réalisant que nous aurions peut-être besoin d'un allié qui comprenne exactement ce que nous traversions. Quant à moi, j'ai décidé que je devais me protéger ainsi que le bébé que je portais. Mon avocat m'a expliqué que légalement, comme j'étais la mère porteuse gestationnelle et que nous n'avions signé aucun contrat de GPA formel, nous avions prévu de tout gérer de manière informelle puisque nous étions de si proches amis, j'avais des droits parentaux sur le bébé. De plus, comme l'enfant était biologiquement celui de mon mari, je serais légalement considérée comme la mère à la naissance, à moins que je ne signe un document renonçant à mes droits. James a coincé mon avocate dans le couloir, la menaçant de s'assurer que je ne verrais jamais le bébé une fois qu'il serait né. Mon avocate a enregistré la menace et l'ajoute à notre dossier dans le cadre de la procédure en cours. Meghan m'a envoyé des dizaines de messages, allant des excuses aux menaces, avant que je ne bloque son numéro. Le dernier message que j'ai lu disait « Tu étais censé nous aider à créer une famille, pas à nous voler notre joie. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je vis toujours chez mes parents, essayant de garder les choses aussi normales que possible pour mes enfants. Leur père leur manque, mais ils comprennent, à leur manière limitée, que maman et papa ont un gros désaccord. Mon fils de 5 ans fait des cauchemars, ce qui me brise le cœur. Je suis maintenant enceinte de 35 semaines et mon médecin me suit de près à cause du stress. Jusqu'ici, le bébé est en bonne santé, ce qui est le seul point lumineux dans tout ce chaos. Je me concentre sur le calme pour le bien de cet enfant qui mérite de venir au monde en paix, peu importe les circonstances. Mes parents ont été mon pilier tout au long de cette épreuve. Ma mère vient à chaque rendez-vous médical avec moi désormais, et mon père a installé des caméras de sécurité autour de leur maison, au cas où Meghan ou James essaieraient de se présenter. Les prochaines étapes sont incertaines. Le bébé va naître bientôt, et même si je n'ai aucune intention d'essayer de garder cet enfant, il ou elle est biologiquement le leur, et j'ai toujours eu l'intention qu'ils en soient les parents, je suis préoccupée par le processus de remise. Mon avocat travaille sur un plan de naissance détaillé qui protégera mes droits, tout en reconnaissant les leurs en tant que parents légaux. Cette expérience a complètement changé ma vision de la GPA. Je crois toujours que cela peut être un magnifique cadeau lorsqu'il est fait avec les bonnes personnes et des limites claires, mais je conseillerais à quiconque envisage cette option d'être extrêmement prudent sur les aspects juridiques et de s'assurer d'avoir un système de soutien qui place son bien-être en premier. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour et je suis maintenant officiellement à 30
30 semaines de grossesse. Le bébé peut arriver d'un jour à l'autre et la situation n'a fait que se compliquer. Megan aurait apparemment complètement craqué. D'après des amis communs, elle a transformé leur chambre de bébé en ce qu'elle appelle une image miroir de la chambre d'amis de mes parents, là où je loge actuellement. Elle dormirait là tous les soirs, entourée d'objets qu'elle croit l'aider spirituellement à se préparer à l'arrivée du bébé. Des amis qui lui ont rendu visite disent que Megan parle du bébé comme s'il était déjà avec elle, qu'elle met une assiette à table et qu'elle entame des conversations avec une chaise haute vide. James, quant à lui, a adopté une approche beaucoup plus agressive. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à obtenir mon nouveau numéro de téléphone portable, que j'avais changé après les avoir bloqués, et il m'a envoyé des messages m'expliquant qu'il m'avait pardonné et qu'ils étaient prêts à me permettre de faire partie de la vie du bébé si je me comportais correctement à l'avenir. Ces messages oscillent entre une gentillesse condescendante et des menaces à peine voilées. Mon avocat a tout documenté et m'a expliqué que, même si leur comportement est troublant, cela ne change rien à la réalité légale. Le bébé est biologiquement le leur, et à moins qu'il n'existe des preuves qu'ils seraient des parents inaptes, ils auront la garde une fois l'enfant né. Le développement le plus surprenant est venu de James. Après que ses premières tentatives de réconciliation sont restées sans réponse, il semble avoir changé de stratégie. Il a déposé une requête d'urgence dans notre procédure de divorce pour demander la garde exclusive de nos enfants, affirmant que mon état émotionnel me rend inapte à m'occuper d'eux. Il a dit à des amis communs qu'il craignait que j'ai développé un attachement malsain envers le bébé porté, et que je pourrais essayer de remplacer nos enfants par ce nouvel enfant. C'est absurde et totalement contraire à tout ce que j'ai dit et fait, mais il semble vouloir construire un récit qui me présente comme instable. Ma thérapeute, que je vois chaque semaine depuis le début de cette épreuve, a rédigé une lettre pour le tribunal confirmant que je suis psychologiquement saine et que mes réactions à cette situation sont complètement normales et appropriées. Le plan de naissance a été finalisé et approuvé par le tribunal. Mon avocat s'est assuré qu'il inclut des dispositions protégeant ma vie privée et ma dignité pendant l'accouchement. Megan et James n'auront pas le droit d'entrer en salle d'accouchement. Ce n'est qu'après la naissance du bébé et après que j'aurai eu le temps de récupérer qu'ils seront autorisés à voir l'enfant. Mes parents et un représentant nommé par le tribunal seront présents pour veiller à ce que tout le monde respecte les règles. J'ai aussi pris une décision difficile, je ne veux pas voir le bébé après la naissance. Au départ, je pensais vouloir le prendre dans mes bras et lui dire au revoir. Mais maintenant, je crains que Megan et James utilisent ce moment contre moi, en prétendant peut-être que j'étais réticente à remettre le bébé ou que j'ai montré des signes de vouloir le garder. Mon avocat est d'accord, c'est l'approche la plus sûre, compte tenu de leur comportement imprévisible. En ce qui concerne mes propres enfants, ils ont fait preuve d'une résilience remarquable, même s'ils ne comprennent pas encore totalement ce qui se passe. Mon fils de 5 ans m'a demandé hier si le nouveau bébé allait venir vivre avec nous, et quand je lui ai expliqué doucement que non, que ce bébé avait d'autres parents qui l'attendaient, il a semblé confus mais a accepté la réponse. Ma fille de 3 ans est trop petite pour comprendre grand-chose, mais elle sait que le ventre de maman contient le bébé de quelqu'un d'autre, et cela semble suffire à sa curiosité pour l'instant. Mes parents continuent d'être mon salut dans tout cela. Ma mère a pris un congé de son travail pour m'aider avec les enfants, et mon père s'occupe des aspects pratiques de ma séparation avec James, récupérer les affaires essentielles à la maison et gérer les questions financières. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux. La procédure de divorce suit son cours, bien qu'elle soit passée au second plan face aux préoccupations immédiates liées à la naissance et à la demande de garde de James. Mon avocat m'assure que ces accusations ont peu de chances de réussir, surtout compte tenu du soutien documenté de ma thérapeute et du fait que mes parents peuvent témoigner de la qualité continue de mes soins envers mes enfants. À travers tout cela, j'essaie de garder un sentiment de calme pour le bien du bébé. Je fais des promenades quotidiennes, je pratique la méditation et j'essaie de me détacher émotionnellement du drame autant que possible. Je me rappelle chaque jour que ce chapitre sera bientôt terminé et que je pourrai me concentrer sur la guérison et la reconstruction de ma vie avec mes enfants. Je suis terrifiée par l'accouchement, non pas à cause du processus physique. Je l'ai déjà fait 2 fois auparavant, mais à cause de ce qui se passera ensuite. Est-ce que Megan et James respecteront le plan de naissance? Est-ce que James utilisera cet événement pour renforcer sa demande de garde? Est-ce que je ressentirai différemment les choses au moment de remettre le bébé une fois qu'il sera là? Ces questions m'empêchent de dormir la nuit, mais j'essaie de faire confiance aux protections légales que nous avons mises en place et à ma propre force pour traverser cette dernière étape. Le bébé est né il y a 2 semaines. Une petite fille en bonne santé de 3,3 kg. L'accouchement s'est déroulé aussi bien qu'on pouvait l'espérer, mais ce qui s'est passé ensuite m'a bouleversée. Je suis entrée en travail en pleine nuit, 3 jours avant mon terme. Ma mère m'a conduite à l'hôpital pendant que mon père restait avec mes enfants endormis. Nous avons prévenu mon avocate pour activer le plan de naissance et elle a contacté Megan et James pour les informer que le bébé arrivait. Comme prévu dans le plan validé par le tribunal, ils n'étaient pas autorisés dans la salle d'accouchement. Le travail a été relativement rapide, seulement 6 heures du début à la fin. Ma mère a été un incroyable soutien et l'équipe médicale a été formidable, pleinement consciente des circonstances inhabituelles et respectueuse de mes souhaits. Après la naissance, le bébé a été examiné par les médecins, puis emmené dans une pièce séparée où Megan et Derek attendaient, comme prévu à la base dans l'accord. J'étais surprise que Derek soit encore avec Megan, mais son désir d'enfant devait être plus fort. Je n'ai pas revu le bébé après l'évaluation médicale initiale. Je pensais m'être préparée
préparée émotionnellement à ce moment, mais je n'étais pas prête à ressentir ce vide. Pas parce que je voulais garder le bébé, je ne l'ai jamais voulu, mais parce que toute l'expérience avait été tellement entachée par la trahison et les conflits qu'il n'y avait ni sentiment d'achèvement ni joie. Juste un soulagement que ce soit enfin terminé. Ce à quoi je n'étais pas préparée, c'était l'arrivée de James à l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, il avait appris que j'étais en travail, je soupçonne Megan, et il est venu avec des fleurs et une peluche, agissant comme s'il avait tous les droits d'être là. Quand la sécurité de l'hôpital, conformément à notre plan de naissance, a refusé de le laisser entrer dans ma chambre, il a fait un scandale dans le couloir, criant que je l'empêchais de voir sa femme et sa famille. Mon avocate, qui était arrivée entre-temps, a dû le menacer de conséquences légales sévères pour qu'il parte. Même après ça, il est resté dans le hall de l'hôpital, m'envoyant texto sur texto pour m'accuser de le punir injustement et de transformer un beau moment en quelque chose de laid. Megan et Derek ont ramené le bébé directement chez eux depuis l'hôpital. Selon l'infirmière qui s'est occupée de la sortie, Megan était étrangement calme et robotique, tandis que Derek semblait mal à l'aise et évitait de croiser le regard de qui que ce soit. Ils ont appelé la petite Olivia Grace, un prénom qu'il n'avait jamais discuté avec moi, mais à ce stade, cela importait peu. J'ai quitté l'hôpital le lendemain et suis retournée chez mes parents. La récupération physique s'est faite sans problème, mais émotionnellement je souffre beaucoup plus que prévu. Pas à cause d'un attachement au bébé, je n'ai jamais voulu le garder, mais à cause de la fin abrupte et clinique d'une expérience qui aurait dû être significative. 3 jours après la naissance, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de Megan et Derek. À l'intérieur, un chèque pour le dernier paiement prévu pour la gestation. Mais il y avait plusieurs déductions qu'ils appelaient violation de contrat et préjudice émotionnel. Ils avaient unilatéralement décidé de réduire le montant convenu de près de 40%, affirmant que mon manque de coopération et mon attitude hostile leur avaient causé un préjudice important. Mon avocate a immédiatement déposé une requête pour faire respecter les termes initiaux du contrat, mais la bataille judiciaire continue. Elle pense que nous finirons par obtenir la totalité de la somme, mais cela pourrait prendre des mois. Pendant ce temps, James n'a pas abandonné sa demande de garde de nos enfants. L'audience est prévue pour le mois prochain, et il construit son dossier en racontant à qui veut l'entendre que je me suis obsédée du bébé de la gestation et que je néglige émotionnellement nos propres enfants. C'est totalement faux, mais il a réussi à convaincre certains amis communs qui ont désormais cessé de me parler. Le développement le plus étrange est arrivé hier. J'ai reçu un texto de Derek, juste Derek, pas Megan, avec une photo du bébé. Le message disait « Je pensais que tu voudrais la voir. Elle est magnifique. Megan ne sait pas que je t'envoie ça. » Je n'ai pas répondu, mais cela m'a laissé avec un sentiment d'inquiétude. Essaie-t-il de me manipuler d'une façon ou d'une autre, ou est-ce un véritable moment d'empathie? Dans tous les cas, j'ai immédiatement transféré le message à mon avocate pour l'ajouter au dossier. Mon objectif maintenant est de guérir, physiquement comme émotionnellement. J'ai augmenté mes séances de thérapie à 2 fois par semaine et je travaille à assimiler tout ce qui s'est passé. Mes enfants sont ma priorité. Ils ont besoin de stabilité et de réassurance dans ce moment chaotique. J'ai commencé à chercher un logement à moi, car vivre chez mes parents, aussi précieux que ce soit, n'est pas une solution à long terme. J'ai également commencé à mettre mon chevaux à jour et à envisager de reprendre le travail une fois que je serai suffisamment remise physiquement. L'indépendance financière sera cruciale pour reconstruire ma vie. D'une certaine manière, l'accouchement a marqué la fin d'un chapitre, mais je sais que l'histoire est loin d'être terminée. La bataille pour la garde avec James se profile, et je reste juridiquement empêtrée dans le litige avec Megan et Derek au sujet du contrat. Mais pour la première fois depuis des mois, je vois un chemin devant moi. Difficile et incertain, certes, mais un chemin malgré tout. Ces précautions se sont avérées absolument nécessaires. Le jour de la naissance de Lily, James et Megan ont en réalité essayé d'accéder à la maternité. Selon la sécurité de l'hôpital, ils ont affirmé être les véritables parents du bébé et exigé d'être présents pour l'accouchement. Lorsqu'ils ont été empêchés d'entrer, James est devenu agressif et a dû être escorté hors de l'établissement par les agents de sécurité. L'hôpital a rédigé un rapport qui a été ajouté à notre dossier pour les procédures judiciaires en cours. En parlant d'affaires légales, un événement majeur s'est produit et j'ai encore du mal à y croire moi-même. 2 semaines après la naissance de Lily, mon avocate m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. James et Megan ont tous deux été arrêtés. Non pas pour le harcèlement ou pour leur tentative d'entrer à l'hôpital, bien que la violation de l'ordonnance restrictive aurait suffi, mais pour quelque chose de bien plus grave, fraude. Il s'avère que la clinique de fertilité où la FIV avait été réalisée appliquait des protocoles très stricts exigeant une vérification d'identité pour toutes les parties impliquées dans une procédure. James s'était fait passer pour Derek lors du recueil de sperme, signant des documents au nom de Derek et utilisant une fausse pièce d'identité. Cela constitue une fraude médicale et un vol d'identité, 2 délits graves. De plus, Megan avait falsifié des dossiers médicaux concernant ses propres problèmes de fertilité afin de soutenir leur supercherie. Derek rassemblait des preuves depuis des mois et a finalement réuni assez d'éléments pour saisir les autorités. Il a trouvé dans les e-mails de Megan des documents montrant comment ils avaient tout planifié, y compris Megan donnant des instructions à James pour qu'il imite Derek à la clinique. Il a remis tout cela à la police et à la clinique de fertilité, qui a immédiatement mené sa propre enquête
honnête avant de porter plainte. James et Meghan sont actuellement en liberté sous caution, mais ils font face à de graves conséquences judiciaires. La clinique de fertilité applique une politique de tolérance zéro pour ce genre de tromperie, car cela pourrait avoir de lourdes répercussions sur leurs pratiques médicales et leur licence. Ils poursuivent l'affaire avec agressivité, en parallèle des poursuites pénales. Quant à mon divorce, James a finalement accepté mes conditions après son arrestation. Il a renoncé à tous ses droits parentaux sur nos enfants et sur Lily, sachant qu'il lui serait pratiquement impossible d'obtenir la garde alors qu'il est poursuivi pour fraude. Le divorce devrait être finalisé d'ici un mois, et le juge a décidé de me confier Lily, comme son père et sa mère risquaient des peines de prison. Étant la mère porteuse, il a estimé que j'étais la personne ayant le plus de lien avec l'enfant, puisque Derek n'était pas le père. Meghan, elle, est restée dans son délire même après son arrestation. Elle m'a envoyé un dernier email, violant ainsi ses conditions de liberté sous caution, affirmant qu'elle était la véritable mère de Lily et qu'un jour, sa fille la chercherait et découvrirait la vérité. Mon avocate a ajouté cela à notre dossier de preuves pour le renouvellement de l'ordonnance restrictive. Le développement le plus inattendu dans tout ça a été ma relation avec Derek. Ce qui avait commencé comme deux personnes liées par un traumatisme commun a évolué en quelque chose de plus. Après notre première rencontre au café, nous avons continué à échanger par SMS et à nous retrouver parfois autour d'un café, principalement pour nous tenir au courant des procédures judiciaires. Mais avec le temps, nos conversations se sont élargies au-delà de notre douleur partagée. Il a été un soutien incroyable tout au long de cette épreuve, m'aidant autant à préparer l'arrivée de Lily qu'en apportant des repas après sa naissance. Il vient maintenant à la maison plusieurs fois par semaine, et le voir avec Lily me réchauffe le cœur d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Nous prenons les choses extrêmement lentement. Nous guérissons encore tous les deux de trahison massive, mais il y a clairement une grande amitié qui grandit entre nous. Il m'a fait rire pour la première fois depuis des mois, et parfois, quand il regarde Lily, je vois qu'il tient déjà à elle. Malgré les circonstances douloureuses de sa conception, il m'a confié récemment que dès qu'il a vu Lily, cela lui avait redonné foi en l'existence de bonnes personnes, après ce que Meghan lui avait fait. Mes parents l'adorent et mon père l'a déjà invité à aller à la pêche le mois prochain, ce qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais au fond, cela m'a secrètement fait plaisir. Pour la première fois depuis près d'un an, je me permets de ressentir de l'espoir pour l'avenir. Lily connaîtra la vérité sur ses origines quand elle sera assez grande pour comprendre. Mais d'ici là, elle est entourée de personnes qui l'aiment inconditionnellement. Elle ne rencontrera jamais la mère biologique qui a essayé de m'utiliser comme mère porteuse à mon insu, ni le père qui a trahi ses vœux de mariage de la façon la plus horrible imaginable. À la place, elle connaîtra sa mère, qui s'est battue pour elle, ses grands-parents qui déplaceraient des montagnes pour elle, et Derek, son père, qui a choisi de l'aimer malgré les circonstances douloureuses de sa conception. Pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de James et Meghan, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils s'étaient séparés. Apparemment, James a blâmé Meghan pour s'être fait attraper, et Meghan n'a pas supporté que James l'abandonne au moment où elle avait le plus besoin de lui. Leur plan parfait pour leur petite famille parfaite s'est effondré face à la réalité et aux conséquences. Quant à moi et Lily, nous allons bien. J'ai repris le travail à temps partiel, et mes parents m'aident pour la garde. Chaque jour devient un peu plus facile, et chaque sourire de ma fille me rappelle que même les situations les plus sombres peuvent apporter de la lumière dans ta vie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ce parcours. Vos mots d'encouragement m'ont aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer dans les moments les plus sombres. Cela fait un an depuis ma dernière mise à jour, et j'ai réalisé qu'il était temps de partager comment les choses ont évolué pour Lily et moi. La vie a radicalement changé, et surtout pour le mieux. D'abord, sur le plan légal, tout est enfin terminé. James et Meghan ont tous deux plaidé coupables à des charges réduites en échange de l'absence de peine de prison. Ils ont chacun reçu une probation, des travaux d'intérêt général, et ont dû payer une restitution importante à la clinique de fertilité. La clinique a également mis en place de nouveaux protocoles de vérification beaucoup plus stricts à la suite de notre affaire. Apparemment, celle-ci est désormais enseignée dans des cours d'éthique médicale comme exemple à ne pas suivre. Mon divorce avec James a été finalisé il y a 11 mois. Dans le cadre du règlement, James a renoncé à tous ses droits parentaux sur nos enfants et sur Lily. Il a déménagé de l'autre côté du pays et n'a jamais cherché à nous contacter depuis la fin de la procédure judiciaire. D'après des amis communs, il se consacre désormais au yoga et aux retraites de méditation. Tant que cela le tient éloigné de nous, cela me convient parfaitement. La vie de Meghan a pris une autre tournure après le début de sa probation. Elle est retournée dans sa ville natale et a apparemment rejoint un groupe religieux axé sur la rédemption et le pardon. Elle m'a envoyé une lettre il y a 6 mois, cette fois correctement, par l'intermédiaire de mon avocate, pour s'excuser de tout ce qu'elle avait fait. Elle affirmait avoir suivi une thérapie et avoir pris conscience de l'ampleur de sa trahison. Elle demandait si, un jour, elle pourrait rencontrer Lily. Je n'ai pas répondu. Certaines actions dépassent les limites du pardon, et utiliser le corps de quelqu'un pour porter l'enfant de sa liaison, à son insu et sans son consentement, en fait incontestablement partie. Sa lettre est rangée, et lorsque Lily sera plus grande, ce sera à elle de décider si elle souhaite ou non avoir un contact avec sa mère biologique. D'ici là, mon rôle est de la protéger de personnes qui ont déjà prouvé qu'elles étaient indignes de confiance et manipulatrices. Sur une note plus heureuse, Lily s'épanouit. Elle marche maintenant, babille sans arrêt et a le rire le plus contagieux que j'ai jamais entendu. Elle me ressemble un peu autour des yeux,
ce qui est une petite bénédiction. Mes parents sont les grands-parents les plus dévoués qu'on puisse imaginer, la couvrant d'amour et d'attention. Quant à Derek, il a vu un psychologue pour guérir de la trahison de Meghan, mais également pour comprendre où pouvait être sa place dans la vie de Lily. Il vient la voir régulièrement et il a pris une place importante pour elle. Derek aime Lily comme si elle était sa propre fille. L'ironie ne m'échappe pas, l'homme censé être le père officiel dans le cadre de l'arrangement de gestation pour autrui est devenu son papa de toutes les façons qui comptent, tandis que son père biologique a renoncé à ses droits sans résistance. La vie a parfois de drôles de détours. Je me demande souvent comment j'expliquerai tout cela à Lily lorsqu'elle sera plus grande. Comment dire à son enfant que ses parents biologiques ont conspiré pour m'utiliser comme mère porteuse à mon insu? Que l'homme qu'elle appelle papa Derek a en réalité été marié à sa mère biologique dans une toute autre histoire. Cela ressemble au scénario d'un mauvais soap opéra, pas à la vraie vie. Ma thérapeute m'a aidé à élaborer un récit adapté à son âge, qui évoluera au fur et à mesure de sa croissance. Pour l'instant, nous nous concentrons sur l'amour qui l'entoure, pas sur la trahison qui a précédé sa naissance. Mes enfants l'ont adopté comme leur petite sœur et notre famille commence à trouver son équilibre. Parfois, je regarde ma vie aujourd'hui, mes magnifiques enfants, notre maison chaleureuse, et j'ai du mal à croire qu'un tel bonheur ait pu naître d'une trahison aussi dévastatrice. Mais c'est ça, le fond du gouffre. Une fois qu'on y est, la seule issue est de remonter. À tous ceux qui lisent ceci et qui traversent leur propre enfer personnel en ce moment, sachez que la guérison est possible. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et le chemin n'est pas linéaire, mais un jour, on trouve son équilibre. Et parfois, ce nouvel équilibre est meilleur que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Quant à mes enfants, ils grandiront en sachant 3 choses avec certitude: qu'ils sont aimés inconditionnellement, que leur valeur ne dépend pas des circonstances de leur conception, et que parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.